Bonjour, nous sommes le vendredi 13 octobre 2017 et aujourd'hui j'ai un thème à ma vidéo et c'est le future, l'avenir, future, le titre d'un très bel album de monsieur Leonard Cohen paru en 1999. Je vais vous parler de l'avenir et je vais vous en parler de trois manières différentes. Alors, d'abord du congrès, du 19e congrès du Parti communiste de la République populaire de Chine. Ensuite, je vous parlerai des idées pour changer le monde. Et ensuite, pour terminer, si j'oublie pas, je vous parlerai des prospectivistes. Voilà. Alors, dans l'ordre, vous verrez que dans vos journaux, vous trouverez pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, sur le 19e congrès quinquennal du Parti communiste de la République populaire de Chine. On ne considère pas que c'est un événement considérable. Moi, je le fais. Vous verrez dans ma chronique du Monde qui paraît mardi en France et qui paraît dans le journal L'Écho en Belgique qui paraîtra le même jour, à moins d'accident, à moins de grève, à moins de choses comme ça. Mais de toute manière, je le mettrai sur mon blog, le blog dont vous êtes les lecteurs. Je vais parler de ce 19e congrès quinquennal du Parti communiste de Chine. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être, mais il y a une nation au monde en ce moment qui non seulement se préoccupe de l'avenir, mais qui est en train de lui donner une forme particulière, de manière volontariste, de manière dirigiste, de manière qui ne respecte pas nécessairement beaucoup les droits de l'homme ni les principes de la démocratie tels que nous la pratiquons chez nous. Mais ce pays est en train c'est le seul qui, appelons les choses par leur nom, c'est le seul qui se retrouve vraiment les manches, qui veut pas que ça s'arrête, c'est le seul à qui l'idée de l'extinction ne plaît pas du tout, alors que nous, finalement, on est relativement indifférents, on a baissé les bras, on n'a plus l'intention de retrousser ses manches, sauf quelques petites choses dont je vous parlerai dans le deuxième chapitre aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est important, on va dire, durant ce congrès, et j'essaierai de suivre ça de près, on va nous dire comment la Chine entend changer les choses. Et vous avez peut-être vu ce reportage sur Arte l'autre jour. Je ne sais plus comment ça s'appelait, le rêve de la Chine à l'ouest ou un truc comme ça. Et vous avez peut-être vu une scène qui ne peut que, c'est pas émouvoir, mais qui ne peut que sidérer. On vous montre, partant de la Chine industrielle, on vous montre les TGV, on vous montre les autoroutes qui sont construites, et on vous montre ça, longeant d'abord vers l'ouest, partant vers l'ouest pour créer une nouvelle route de la soie. Enfin, c'est l'image qu'on donne. Création d'autoroutes, création de TGV, et on vous montre les villes qui sont parcourues une à une avant d'atteindre la frontière ouest de la Chine. Et on vous montre en particulier tout ça traversant ou longeant le désert de Gobi pour arriver finalement à la frontière ouest dans le pays ouïghour. Et là, on vous montre les autoroutes et les lignes de chemin de fer qui s'arrête à la frontière du Kazakhstan. Et on vous montre en particulier comment on prend les containers de la voie ferrée chinoise et on les transporte avec une grue, comme ça, pour le mettre sur un train rouillé, sur une voie de chemin de fer rouillé. On vous montre aussi les autoroutes chinoises qui s'arrêtent à la frontière et qui se terminent sur des chemins de campagne bourrés de nids de poules, des trucs qui ont dû voir leur dernier goudronnage dans les années 50. Et on voit une nation moderne qui a pris son destin en main, s'arrêter aux frontières d'une autre qui rame. Bon, je ne dis pas du mal du Kazakhstan, mais enfin, j'en dis pas plus que les habitants du Kazakhstan qu'on interroge dans ce film et qui vous diront ce qu'ils en pensent de la manière dont les affaires sont conduites maintenant. Tout ça a l'air bien figé au milieu des années 50 pour ne pas bouger beaucoup. Voilà, alors la Chine fait des choses
la Chine fait des choses. Et je continuerai d'en parler, je viens de vous le dire. Et ce sont des choses qui sont, sinon à l'avant-garde, le seront demain. Je lisais un article, c'était hier, sur la manière dont la Chine met le paquet sur l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun autre pays au monde qui fait ça comme ça. Ça sera peut-être juste une question de l'argent qu'ils pompent dans l'activité pour que ça se passe, mais ça va se passer là. On parle beaucoup de gens que les Chinois approchent, des gens qui connaissent ce métier-là, et qui réfléchissent pas très longtemps après la conversation qu'ils ont eue avant de faire leur valise pour aller s'installer dans ce pays-là. Alors, c'est une question dont je parle beaucoup, j'en ai déjà parlé dans le livre qui s'appelle L'année qui s'en va éteindre la lumière, la manière dont les Chinois et la Chine, un très ancien empire, envisagent les choses, la manière dont on envisage des notions comme les libertés individuelles, c'est pas ça que notre culture à nous a produit. Nous avons, je crois, de bonnes justifications pour essayer de défendre la manière de faire qui est la nôtre. Nous avons une chose qui s'appelle la raison, inventée par un certain Socrate. Nous avons l'esprit des Lumières, ce sont des choses qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses. Mais ce qu'il faut faire, c'est se battre pour ces idées-là, je dirais, en connaissance de cause et en tenant compte aussi de ce que les autres peuvent vous dire. Ça doit être dans un dialogue, il faut faire avancer la discussion. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, ça me fait plaisir que mon bouquin apparaisse en Chine, vous le savez. Mais il ne faut pas négliger ce qui est en train de se passer là parce que c'est le seul endroit. On vous raconte des conneries, excusez-moi, les produits chinois sont de mauvaise qualité, on ne s'occupe pas de l'environnement en Chine. Non, les Chinois gueulent sur l'environnement plus que nous. Les Chinois sont plus fâchés que nous, quand nous voyons conditions atmosphériques exceptionnelles sur le périphérique à Paris, ce qui veut dire il fait beau, et comme il fait beau, il y a trop de pollution, nous faisons plus, eux feront plus. Eux sont plus indignés que nous ne le sommes. Ça ne veut pas dire que c'est pire là-bas, c'est pas bien là-bas, mais non, ils s'indignent davantage que nous le faisons. Nous avons perdu cette capacité à nous indigner et surtout à nous rebeller ensuite. Encore que, voilà, je vais passer à mon deuxième chapitre. Mon deuxième chapitre du futur, c'est les grandes idées pour changer le monde. Et là, il y a un malentendu quand même total entre ce que j'essaie de faire sur mon blog et ce que je vois certains lecteurs de mon blog dire. Et on s'est un peu engueulé hier. On s'est un peu engueulé. Il y a la chose suivante, c'est que je propose depuis pas mal d'années des idées pour changer le monde. Alors, il y a eu un peu coïncidence étonnante mais formidable, c'est que hier, sur la journée d'hier et d'avant-hier, il y a eu 3 événements dans le monde qui montrent que les idées que je défends se répandent. Bon. Je vais commencer par les dire. Après, je reviendrai sur les objections. Je réfléchissais à l'ordre dans lequel le faire. Alors, ces idées-là, c'est que avant-hier, et j'en ai parlé sur le blog, une équipe de University College à Londres, dirigée par Madame Henriette Amour, dont j'ai eu l'occasion de dire que je la connais pour l'avoir fréquentée à Cambridge. C'était pas une grande amie à moi, mais c'était la meilleure amie ou une des meilleures amies de la mère d'une de mes filles. Donc c'est quand même quelqu'un que j'ai connu, qui a lancé un projet de gratuité sur l'indispensable. Alors vous savez que c'est une idée qui me tient à cœur, c'est pas moi l'inventeur, c'est un certain monsieur Maximilien Robespierre, cette idée-là, et je le cite toujours volontiers pour dire que cette idée vient de lui, mais que c'est une idée excellente, et j'en parle dans mes chroniques, dans mes vidéos du vendredi, et j'en parle aussi dans cette vidéo TEDx, Un monde sans argent, que j'ai eu l'occasion de faire à Chambéry au début de l'été. Alors, pour moi, c'est formidable qu'il y ait d'autres gens qui défendent cette idée de la gratuité. Ils le défendent pratiquement dans les mêmes termes, extension, voilà, l'alimentation, transport, remise à plat de la question de la gratuité dans l'éducation et dans
les soins, dans le service de santé, invalidité, etc. Et je dis, à ce moment-là, je dis, formidable, il y a d'autres gens qui défendent ces idées. Alors, hier matin, je vois apparaître dans les journaux un rapport sur ce que M. Macron a dit la veille, c'est-à-dire il y a 2 jours, aux États généraux de l'alimentation. Et là, il dit, pour les prix dans l'agriculture, il faut sortir du rapport de force. Bon, alors, vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, cette idée du rapport de force dans les prix, il y a 3 personnes qui, à ma connaissance, en ont parlé jusqu'ici. Il y a M. Aristote, dans un livre qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. Il y a un certain Jorion Paul qui en a parlé dans 2 livres, dans un livre qui s'appelle Le Prix qui est une réflexion sur la formation du prix à partir de mes travaux de terrain en Bretagne et en Afrique de l'Ouest. Et la 3e personne qui en a parlé, c'est un monsieur Philippe Erlin, dans un livre sur les grandes théories économiques, dans lequel il consacre 2 chapitres aux idées que je défends dans le livre Le Prix et dans Penser tout l'économie avec Keynes. Bon, alors, je continue sur la 3e idée, je vais toujours revenir sur expliquer ce qui se passe. La 3e chose, c'est le soir. Le soir, je regarde Arte, et là, je vois une interview par Madame Elisabeth Quint, qui a eu l'amabilité de m'inviter moi il n'y a pas très très longtemps, au mois de mai ou au mois de juin, qui invite hier soir Monsieur Yanis Varoufakis. Et Monsieur Varoufakis défend cette idée d'utiliser de l'argent que les représentants de la zone euro ont gagné sur le dos de la Grèce, 6 milliards d'euros, de l'utiliser pour distribuer des food stamps à l'intérieur de la zone euro, des food stamps, des coupons alimentaires, comme on fait aux États-Unis, qui est une façon d'assurer la gratuité pour l'indispensable dans l'alimentation. Alors, pourquoi ça me fait plaisir ? Eh bien, parce que précisément dans cette vidéo TEDx sortie il y a quelques mois, j'avais lancé cette idée. Bon, alors, je suis ravi que des idées pour lesquelles je me bats, parfois depuis des dizaines d'années, se retrouvent dans l'actualité, et quand c'est comme ça, à haute dose, qu'il en pleut de tous les côtés, 3 dans les 2 jours, je suis transporté d'aise. Et alors, ce qui me déçoit, mais bon, ce qui m'attriste, c'est que parmi les lecteurs du blog de Paul Jorion, il y a des gens qui viennent me dire « Mais vous devez être triste puisqu'on vous vole vos idées. » Alors, là, chers amis, pas tous, mais qui raisonnaient comme ça, une idée pour changer le monde, on veut qu'elle change le monde. C'est pas une rente dont on essaye c'est pas un brevet où on essaye d'obtenir des redevances. C'est pas une action en bourse où on essaye d'obtenir des dividendes. C'est même pas un truc où on essaye d'obtenir qu'un collège ou une université porte votre nom ou qu'il y ait une statue au Guatemala qui vous soit érigée. Une idée pour changer le monde. On est content quand ça change le monde. Bon, le fait qu'un président de la République reprenne une idée que je défends depuis des années, ça date du milieu des années 90, même pas, non, c'est encore bien avant. C'est au moment où je rédige ma thèse, c'est en 78, voilà, des trucs que je mets sur le papier en espérant qu'un jour quelqu'un s'intéressera à ça et que ça ait une portée sur le monde. Je ne vais pas me désespérer le jour où un président de la République le reprend dans un discours. Alors il y a aussi, il y a des esprits chagrins qui disent oui, mais il n'a pas repris tout ce que vous écrivez dans tous vos livres. Non, une chose à la fois, chers amis, je suis déjà content s'il y en a une qui passe. Oui, je suis content s'il y en a une qui passe. Alors bon, il y a des choses dans mes livres qui disent qu'il ne faudrait pas interdire, supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, la taxe sur les grandes fortunes, non, bien entendu. Mais, dans mon cas,
quand on a prêché dans le désert pendant des dizaines d'années, et quand sur une journée de sur 2 journées, il y a 3 idées qui sont reprises et diffusées par d'autres, même s'il n'y a pas un tampon Jorion écrit dessus, même si je ne reçois pas des redevances parce qu'ils ont utilisé l'idée, je suis ravi, et malheureusement je suis quand même un peu consterné que des esprits chagrins, parmi les lecteurs de mon blog en particulier, s'en affligent. Non, on ne me vole pas mes idées. Mais mes idées sont faites pour être diffusées. Je repense à un cas récent où la compagnie Google dit on nous a volé nos idées. Et c'est pas ça. Non, il y a quelqu'un qui a fait du hacking sur leur site et qui va pouvoir utiliser leurs idées aussi sans devoir leur payer des sous pour utiliser leurs idées. Alors ils disent on m'a volé mon idée. Et c'est M. Peter Phrase, dans son livre For Futures, qui souligne à très juste titre qu'on n'a rien volé à Google. Elle l'a toujours, ces bonnes idées, elle les a toujours. Non, il y en a d'autres qui les ont aussi, et qui vont pouvoir les utiliser sans devoir payer de l'argent à Google. Voilà. Et alors, les idées pour changer le monde, je conclus sur cette partie, mon deuxième chapitre là-dessus. C'est pas des brevets, on fait pas ça pour gagner des sous, on fait ça pour changer le monde. Effectivement, c'est ça l'idée. C'est pas pour un gain personnel, c'est pour changer le monde dans une certaine direction. Alors, vous vous souvenez peut-être, c'était, si mon souvenir, dans les manuscrits de 1844, un certain monsieur Karl Marx a dit: il suffit pas aux philosophes de comprendre le monde, il faut encore le changer. Et à ça a ajouté un certain monsieur Jacob Taubes, dont je parle beaucoup de ces jours-ci, Jacob Taubes, qui a ajouté et il suffit pas de vouloir changer le monde, il faut encore savoir ce qu'on veut en faire. Voilà. Alors j'ajoute ça aussi, il faut savoir ce qu'on veut en faire. Et là, voilà, c'est la troisième idée sur l'avenir dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est que je me trouvais vendredi dernier dans l'après-midi, pas dans la matinée, c'est en quoi je vous en aurais parlé dans la vidéo. Si je vous ai dit, j'en parle cet après-midi, j'ai eu un débat, on appelait ça autrefois de la prospective, avec M. Joël de René et M. Jacques Attali au Havre, et j'espère que la vidéo sera bientôt là. Et je dois bien dire, ni M. Attali, ni M. de René n'étaient particulièrement attachés à cette image de prospectiviste, ce qu'on appelait aussi des futurologues. Mais ce qui est apparu surtout lors de ce débat, j'avais dit à l'avance que vous verriez que M. Attali, de René et moi, on dirait des choses extrêmement différentes, et je n'ai pas été déçu de ce côté-là. Mais ce qui est apparu certainement, c'est que ce boulot d'être un prospectiviste ou d'être un futurologue, c'est une discipline qui disparaît. Pourquoi ? Parce que l'avenir vient vers nous trop rapidement. Quand vous dites il va se passer ceci, et ça a été le cas d'un de nous, de dire il va se passer ceci dans l'avenir, dans les 500 ans qui viennent, parce que c'était ça le thème de la discussion. Cette personne ne savait pas que la chose qu'elle disait qui allait se passer dans les 500 ans qui viennent, elle existe déjà. C'est ça la difficulté des prospectivistes autrefois. On pouvait avoir fait Sciences Po, philo, ou même une licence de français, et on pouvait faire de la prospective. Il suffisait de lire ce qu'on trouvait dans Sciences et Avenir et dans Sciences et Vie, de lire quelques romans de science-fiction, et vous pourrez parler de l'avenir. Maintenant, l'avenir dont on essaie de parler, il est déjà là. Quand quelqu'un me dit on est limité à 64 pixels dans une puce, etc., produite par la compagnie X ou Y, je peux montrer que non, l'année prochaine, il y en a une où il y aura 300 000 pixels et l'équivalent de 300 000 neurones artificiels, et que ça représente 3 millions de connexions ou plus 30 millions de connexions. L'avenir va vers nous tellement vite que, d'une part, nous avons perdu toute maîtrise sur la manière dont il se déroule, ce qui est une mauvaise chose, mais que, d'autre part, voilà, le métier de futurologue et de prospectiviste est remplacé par celui de collapsologue, parce que l'autre chose qu'on voit en parallèle, c'est que notre capacité à développer la technologie à toute allure se passe en parallèle avec une destruction massive de la capacité de notre environnement à soutenir, à supporter une espèce comme la nôtre, et qu'il y a deux processus fous emballés chacun de leur côté, et dont
bon, dont la solution, j'en parle souvent, dont la solution optimiste dans ce cas-là, si les deux ne communiquent pas, c'est soit que ben, nous arrivions à conquérir les étoiles en ayant foutu en l'air entièrement notre planète, soit que nous produisions des machines qui seront suffisamment intelligentes pour se reproduire par la suite et qui, elles, conquéreront l'univers, et que nous, petites créatures qui devons boire de l'eau potable, qui devons manger des aliments assimilables et respirer de l'air qui ne soit pas toxique, que nous ayons été mis aux poubelles de l'histoire parce qu'on était quand même trop fragile pour vivre dans l'univers. Voilà, alors, donc, trois petites réflexions. L'une sur un événement important sur lequel il faut consacrer son attention parce qu'il est en train de changer le monde. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas dans nos journaux parce que, pour des raisons de préjugés divers ou d'objection de principe à ce qui se passe là-bas, la Chine est en train de définir le futur et nous sommes là en train de regarder ça. Oui, nous pouvons signer un traité avec la Chine sur l'investissement en infrastructure en Asie centrale, c'est très bien, il vaut mieux le faire que pas le faire. Mais on devrait cesser d'être là dans les tribunes en train de manger des frites pendant que le spectacle se déroule, pendant que notre monde humain est en train de changer. Deuxième chose, les idées pour changer le monde, elles sont faites pour être utilisées. Ce ne sont pas des brevets donnant lieu à des redevances. Voilà, bon, deuxième chose. Ce ne sont pas des droits intellectuels qu'on vole aux gens et que les gens devraient aller se plaindre à la police qu'on le leur vole. Non, les gens doivent être très contents qu'on partage leurs idées pour changer le monde. Et le troisième, c'est que nous sommes tous futurologues, nous sommes tous prospectivistes, parce que nous avons la capacité de changer le monde. Notre capacité à changer le monde est plus grande que celle à comprendre la manière dont il évolue maintenant. C'est peut-être ça la leçon. Voilà. Aujourd'hui, un thème à ma vidéo, le futur, l'avenir. N'oubliez pas d'écouter Leonard Cohen, The Future. Je vais le mettre en dessous de ma petite vidéo, en tout cas sur le blog. Voilà. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine, j'espère.